C'est le prix d'une voiture de seconde main ou d'un nouveau smartphone. Voilà en gros ce que coûte un esclave sexuel en Europe, selon un trafiquant à qui nous avons pu parler. Comment est combattue la traite des êtres humains? Bienvenue dans On the Frontline. C'est très simple, je peux vous amener une nana maintenant. Bien sûr, vous devrez jouer votre rôle d'acheteur. Disons que vous êtes quelqu'un de riche, qu'importe d'où vous venez. Cette gourde va tomber dans le panneau en 3 secondes. Vous l'emballez, vous l'emmenez, et après c'est votre affaire. Après tout, vous êtes dans votre pays, n'est-ce pas? Cette voix, c'est celle d'un trafiquant à qui nous avons pu parler en Roumanie. Miria Vassiliadou, vous êtes la coordinatrice européenne de la lutte contre la traite des êtres humains. On recense plus de 30 000 victimes entre 2010 et 2012. Comment peut-on affirmer que la stratégie de lutte actuelle est suffisante? Beaucoup est fait au niveau européen, spécialement ces dernières années. La législation européenne est très bonne et la société civile fait tout pour la mettre en œuvre. Tout comme les États membres, ces lois sont fantastiques. Au niveau de l'Union, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Oui, au niveau européen, comment faites-vous appliquer ces lois? Eh bien, tout d'abord, il faut que tous les États membres traduisent les lois européennes au niveau national. Et puis ensuite, le plus important est de mettre en œuvre ces lois. Et donc, si ces lois sont mises en place, on peut avoir une chance de venir en aide aux victimes et aux victimes potentielles. Ok, Glyn Lewis, vous êtes le directeur en charge de la criminalité spécialisée et de l'analyse à Interpol. Est-ce que les frontières ouvertes de l'Union européenne rendent la lutte contre ces crimes plus difficile? Oui, je le pense. Par exemple, avec la zone Schengen, nous avons beaucoup de mouvements et donc du trafic. Et donc, ça le rend plus facile. Et c'est ce qui se produit en ce moment en Europe. Alors, comment est-il possible de faire tomber ces gangs qui commettent ces crimes à cause de la libre circulation? En fait, il est très important pour ceux qui travaillent en première ligne que ce soit des entreprises privées comme l'industrie aéronautique, que ceux qui y travaillent donc soient capables de déceler les signes montrant qu'une personne est sujette à un trafic. Et il y a un certain nombre de choses que nous voulons mettre en place. Pour le moment, ils ne sont pas très bons pour ça, n'est-ce pas? Non, mais c'est quelque chose de très difficile et c'est un type de crime très complexe. C'est un mélange de gens qui sont volontaires à un certain degré ou qui ne comprennent pas qu'ils sont manipulés ou peut-être qu'ils sont forcés sans que l'on comprenne de quelle manière. Donc quelque part, c'est un type de crime très compliqué à identifier. La Roumanie reste l'un des principaux pays de l'Union européenne d'où provient la traite d'êtres humains. C'est ce que nous a expliqué un trafiquant que nous avons rencontré. C'est très répandu. Et je ne parle pas des grandes villes. C'est d'ailleurs considérable dans les villages. On prend des jeunes filles peu éduquées qui veulent améliorer leur vie. Elles se laissent facilement convaincre. Si vous êtes bien habillé, que vous avez une belle voiture, c'est facile de les attirer. Vous leur faites découvrir Bucarest, vous faites le tour de la ville, vous les emmenez en boîte de nuit, vous leur promettez de l'amour, etc. Le meilleur âge pour faire de l'argent, c'est 19-20 ans. Bien sûr, vous pouvez gagner de l'argent avec des filles plus jeunes, de 14-15 ans. Mais celles-ci sont imprévisibles. Et plus elles sont jeunes, et plus vous risquez d'avoir de lourdes peines de prison. Il arrive parfois qu'on leur fasse du chantage. On les filme ou on leur dit qu'elles ont été filmées. Mais le fait est que souvent on leur ment. On leur dit des choses du style « on va montrer la vidéo à tout le village et tout le village saura ce que tu as fait ». C'est comme ça qu'on obtient ce que l'on veut d'elles. J'ai parfois réussi à leur faire croire qu'elles étaient plus libres qu'à la maison, chez elles. Parce qu'une prostituée peut coucher avec 40-50 hommes en 8 heures et ne pas être fatiguée. Pour elle, ce n'est pas du travail ou du stress ou quelque chose de ce genre. Si vous lui laissez un peu de liberté et vous lui montrez que l'argent coule à flot et que tout va bien, qu'elle est libre de faire les boutiques, d'acheter ce qu'elle veut, et au final, elle ne dépense que 10% de ce qu'elle produit en un mois.
Je les vendais quand je comprenais qu'elles ne voulaient plus le faire et qu'elles étaient prêtes à s'enfuir. Alors, combien vendiez-vous ces filles? Au moins 800 €, mais le plus souvent 1500, 2000, voire 3000 €. Cela dépend de la fille. L'amour est un bon commerce, croyez-moi, donc c'est plus simple. Maintenant, vous prenez 3 ou 4 filles et vous leur dites d'aller sur le trottoir. Faites-vous des Italiens, des Allemands? Et elles disent allons-y. Au lieu de rester ici en Roumanie pour gagner 100 leu, essayons plutôt de gagner 50, 100 €. Parlons maintenant avec Iana Mattei, qui est en direct avec nous depuis Bucarest. Iana Mattei, vous êtes à la tête d'une ONG qui aide les filles à sortir de la prostitution forcée. Nous venons d'entendre que l'amour était un bon commerce. Selon vous, fait-on suffisamment pour éradiquer ce genre de trafic? Bonjour Paul, bonjour à tous. Oui, bien sûr, de nombreuses mesures ont été prises. Mais pour faire simple, disons que nous sommes toujours un pas derrière les trafiquants. Ils sont très flexibles, très bien organisés, ils communiquent facilement. On ne peut qu'essayer de les suivre, car nos lois sont rigides. Il faut attendre les commissions rogatoires, etc. Et puis maintenant, ces gangs décentralisent. Ils opèrent en petites cellules, ce sont des business familiaux, si on peut dire. Et c'est ce principe qui fonctionne très très bien, la méthode de l'amoureux. Parce que c'est beaucoup plus facile de contrôler les filles de cette manière. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est aussi très difficile de les identifier. Glyn, comment identifier les victimes? Comment attraper les trafiquants? La police travaille beaucoup. Ils doivent apprendre de manière très claire, très spécifique, quels sont les indicateurs d'une personne victime d'un tel trafic. C'est souvent quelqu'un qui ne semble pas avoir de liberté et aucun contrôle sur sa vie. Elles ne reçoivent pas l'argent qu'on leur a promis. Elles peuvent être forcées. Elles peuvent physiquement être battues. Elles peuvent avoir des bleus et d'autres blessures. Mais souvent, ces personnes ont été piégées. Elles sont contrôlées. Comme je l'ai dit, c'est très difficile. C'est clandestin, ça se passe dans les petites rues et tout le monde bouge beaucoup. Donc c'est très difficile. Myria, selon Iana, les trafiquants ont toujours un coup d'avance sur les autorités. Vous avez bien évidemment une stratégie, mais n'y a-t-il pas un danger que cette stratégie devienne obsolète parce que les trafiquants répondront à chaque fois d'une manière différente? Pas nécessairement, je pense. Je pense aussi qu'il s'agit de bien utiliser les instruments que l'on a plutôt que d'en parler. Et je pense vraiment que si l'on met en œuvre correctement les lois européennes, nous avons une chance. Mais le fait est que le trafic d'êtres humains est nécessairement une question de profit, d'argent des secteurs illicites. Mais c'est aussi une question de demande, et donc c'est la demande que nous devons réduire. Qui sont les clients de ces femmes qui sont forcées de fournir des services qu'elles ne veulent pas fournir? Bien, revenons à vous, Iana Mattei. On parle d'étouffer la demande. Qu'en pensez-vous? Quand on parle d'exploitation sexuelle, on parle de légalisation, d'abolition de la prostitution. Et on part dans des débats sans fin, des débats inutiles. Parce que le trafic, ce n'est pas à propos de sexe, soyons clairs. Le trafic, c'est une question de pouvoir et d'argent. Nous devons trouver qui a le pouvoir, qui a l'argent. Le trafiquant, bien sûr. Mon autre problème, quand on parle de ce genre de trafic, ce sont les mesures prises par les gouvernements. Si vous suivez l'argent, vous verrez que les gouvernements en mettent très peu. Je voudrais que les services de police aient l'argent nécessaire pour combattre ces crimes. Et je veux que les peines soient plus lourdes parce qu'en matière de traite humaine, le risque est faible, mais c'est très profitable. Ces gens sont responsables de la traite d'êtres humains. Glyn, pourquoi les peines et les condamnations restent aussi lamentablement basses? Eh bien, je pense que c'est lié au travail sexuel qui, d'une certaine manière, peut être légal. Et les travailleuses du sexe choisissent ce travail qui est mêlé à ceux qui le font de manière contrainte. Dans certains cas, plus spécialement des victimes qui ne sont pas européennes, il peut y avoir de la prison. Certaines victimes sont poursuivies. Alors comment est-ce que cela peut encourager quelqu'un à témoigner contre les trafiquants? Une fois de plus, c'est une question de sensibilisation, pas seulement pour les forces de l'ordre, mais aussi pour les officiers
dossiers judiciaires et d'autres sur quels sont les indicateurs permettant de savoir quelles personnes sont victimes d'un trafic et sont forcées. Et ce n'est possible que si la police sait quel genre de preuves ils doivent rassembler et comment identifier une victime et lui apporter un soutien psychologique approprié afin d'obtenir un témoignage nécessaire à la police pour engager des poursuites judiciaires. Yana Mattei, est-ce que les forces de police, est-ce que les associations savent combien de femmes tombent aux mains des trafiquants? Un problème que l'on connaît tous est que les pays d'Europe de l'Est sont souvent les pays d'origine. Et ces pays, disons que ce sont des pays pauvres qui sortent tout juste de 40 ans de communisme. Et le trafic et la corruption se produisent au plus haut niveau. Nous savons tous que dans les pays européens de l'Est, il y a de la corruption. Et si vous jetez un œil aux informations que l'on peut trouver dans les médias de masse, on peut voir que des politiciens sont impliqués dans ces trafics. Donc, ce que je me demande, c'est comment un officier de police peut enquêter si au téléphone, son patron lui dit d'arrêter. Myria Vassiliadou, qu'en pensez-vous? C'est aux États membres et non pas à la Commission européenne de dire si les poursuites doivent être menées à un niveau étatique. La législation est très claire, les États membres doivent mettre en place les moyens pour que ces trafics ne se produisent pas. La législation existe, mais en pratique, ce n'est pas le cas. Et c'est le message que j'essaye de faire passer, que nous avons des lois et qu'aussi longtemps que nous encourageons et que nous nous assurons que les États membres respectent ces législations, nous avons une chance. Comment jugeriez-vous cette stratégie? Qu'est-ce qui serait un succès? Qu'est-ce qui serait un échec? Un succès, c'est quand la société civile, les États membres, le Parlement européen, les parlementaires soutiennent notre stratégie et estiment que c'est la bonne route à suivre. Je refuse de penser que nous sommes à la traîne derrière les trafiquants. J'aime à penser que nous essayons de résoudre un problème qui revêt plusieurs dimensions et la manière de nous assurer que l'on mette en œuvre ce que l'on a promis. Bien, je pense que nous n'avons plus le temps de continuer et nous devons en rester là. Merci à tous d'avoir suivi cette édition d'On the Frontline. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ainsi que sur notre site euronews.com. Alors rendez-vous le mois prochain et à bientôt.